Chaque année, plus de 2 milliards d'ampoules sont fabriquées dans le monde. Mais peu de gens soupçonnent qu'à l'intérieur de cette simple poire de verre se cache une température de plus de 3000 degrés, du vide, un gaz inerte et une spirale plus fine qu'un cheveu. Son parcours commence dans les fours, où le sable se transforme en verre incandescent, et se termine dans une chambre de test, où chaque ampoule doit s'allumer du premier coup. Mais il y a un moment dans la production qui est soigneusement gardé secret. Si vous restez jusqu'à la fin, vous découvrirez le grand mystère de ce qui se passe réellement à l'intérieur d'une ampoule au moment où on l'allume. La lumière ne naît pas de rien. Dans une usine d'ampoules, tout bourdonne, brille, clignote et transforme du verre, du métal et du gaz en des milliers de sources de lumière chaque jour. Tout commence bien sûr par l'ampoule en verre. Mais d'où vient-elle? Dans la plupart des grandes usines, les ampoules en verre sont fabriquées directement sur place. Cela fait partie de la même chaîne de production. Tout débute avec du sable de quartz, de la soude et du calcaire. On les mélange. On les fait fondre dans des fours à plus de 1500 degrés Celsius. Puis, des machines spéciales soufflent le verre en fusion pour lui donner cette forme de poire que nous connaissons bien. Le processus est entièrement automatisé. Des tubes ou des gouttes de verre sont acheminées vers un moule, où de l'air est injecté, et le verre prend la forme souhaitée de l'ampoule. Ensuite, elle refroidit, est inspectée pour détecter d'éventuelles micro-fissures et poursuit son chemin sur la ligne jusqu'à l'étape de l'insertion du filament de tungstène. Si l'usine est plus petite ou qu'elle sous-traite, les ampoules sont alors achetées auprès de verreries spécialisées qui fournissent des pièces standardisées en grande quantité, dans des emballages. Mais dans les usines modernes de production de masse, on fond et on forme le verre soi-même, car c'est plus rapide, moins cher et plus précis. D'abord, les tubes sont chauffés dans des sections de four avec des brûleurs ouverts. Un flux d'air chaud et de flammes s'enroule autour du verre jusqu'à ce qu'il se mette à luire d'un orange vif, comme du métal chauffé à blanc. La température dépasse les 1000 degrés. Le verre devient mou, comme du cuivre sur une enclume. Et là, l'automatisme entre en jeu. Des pinces rotatives saisissent le tube, coupent la longueur nécessaire, et une machine souffleuse, c'est comme ça qu'on l'appelle parfois dans les usines, injecte de l'air dans le verre. La goutte de verre molle et chauffée commence à se gonfler à l'intérieur d'un moule métallique, jusqu'à prendre la forme familière de l'ampoule en poire. Parfois, elle est allongée, ou même sphérique, selon le modèle. Tout cela prend moins d'une seconde, mais dans cette seconde se cachent des décennies de technologie et de calculs précis. L'épaisseur de la paroi, l'uniformité de l'arc, la taille du culot, tout est sous contrôle. Ensuite, l'ampoule avance lentement sur le tapis roulant et entre dans une section de refroidissement contrôlé. Là, sa température baisse progressivement jusqu'à la température ambiante pour que le verre ne se fissure pas. C'est ce qu'on appelle la recuisson, une étape nécessaire pour éliminer les tensions internes. Vient ensuite une inspection visuelle. Des caméras détectent les défauts et des détecteurs particulièrement sensibles repèrent les moindres irrégularités. Seules les ampoules parfaites arrivent à la zone d'assemblage. Dès que l'ampoule en verre a refroidi et passé l'inspection, elle est saisie par une autre ligne, là où le cœur de l'ampoule attend sa place. C'est le filament de tungstène, un fil très fin, enroulé en un ressort serré. On ne peut pas recoudre une chemise avec, mais on peut faire rougir l'air avec lui. Le tungstène, c'est un métal lourd, réfractaire, avec une température de fusion de plus de 3400 degrés. C'est précisément pour ça qu'il est là.
Lui seul peut supporter une chaleur de plus de 2500 degrés, au cœur de l'ampoule sans fondre. Le petit ressort est formé à partir d'un fil de tungstène de quelques microns sur des bobineuses spéciales. Des dizaines de mètres de fils sont enroulés automatiquement. Ensuite, les filaments de tungstène sont montés sur 2 supports en nickel qui descendent vers la base. Ces supports sont soudés au contact. Ce sont eux qui laissent passer le courant qui va faire rougir la spirale. Ça a l'air simple, mais ici, tout est d'une précision extrême. La distance entre les spires, la longueur uniforme du filament, la symétrie. Car le moindre déséquilibre produirait une lumière incorrecte, une chaleur inégale et grillerait prématurément. Pendant que le filament est préparé, l'ampoule en verre est ouverte et nettoyée par un flux spécial d'azote sec ou d'air sous pression, car la moindre poussière pourrait devenir un point faible. L'ampoule est un microsystème fermé et sa propreté doit être parfaite. Ensuite, c'est le montage du noyau. Le filament de tungstène avec ses tiges est inséré dans la partie inférieure de l'ampoule, le pied, qui a été préalablement fabriqué en verre résistant à la chaleur. Ici, la mécanique et la résistance thermique se rencontrent. C'est l'endroit où le verre, le métal et le gaz sont en contact, et il doit supporter des dizaines d'allumages par jour pendant des mois. Maintenant, on fait le vide. L'ampoule est encore ouverte. À travers un étroit orifice technique dans le bulbe, on introduit un tube qu'on connecte à une pompe à vide. Tout le superflu, oxygène, humidité, micro-poussière, est aspiré hors de l'ampoule et la pression chute presque à zéro. Ensuite, on injecte un gaz inerte dans l'ampoule, généralement de l'argon ou un mélange d'argon et d'azote. Ils protègent le filament de tungstène de l'oxydation et lui permettent de vivre plus longtemps. Et ce n'est qu'après cela que l'ampoule en verre est scellée hermétiquement, en chauffant le col du bulbe jusqu'à ce qu'il ramollisse. Il se soude alors à la base où le culot est déjà installé. Le culot, c'est cette même spirale métallique, ou ces 2 broches, selon le type, avec laquelle on visse l'ampoule dans la douille. Il est soudé ou serti avec un petit isolant en verre qui assure la séparation électrique entre les contacts. À ce stade, l'ampoule est presque prête. Mais ce qui est encore plus important, c'est de vérifier son bon fonctionnement. Toutes les ampoules passent un test. Pendant un instant, on y fait passer du courant. Le filament rougit et le moindre défaut est immédiatement détecté. Si l'ampoule ne s'allume pas, un automate l'éjecte dans le bac des rebuts. Si elle s'allume de manière stable, sans scintillement, elle continue son chemin. Ensuite, un contrôle par échantillonnage est effectué pour la résistance au choc et à la température. On laisse tomber les ampoules d'une faible hauteur, dans leur emballage. On les teste à la surchauffe. On vérifie leur durée de vie à tension réduite. Le tungstène doit briller d'une lumière jaune chaud, pas d'un blanc qui agresse les yeux. L'emballage, lui aussi, est automatique. Les ampoules sont triées, insérées dans des étuis en carton ou des alvéoles en plastique qui les protègent des chocs. Tout cela en quelques minutes. Du tube de verre à l'ampoule finie, il ne s'écoule que 3 à 5 minutes. Certaines lignes modernes produisent 6000 ampoules à l'heure, sans jamais s'arrêter. Et quand, au supermarché, vous prenez une simple ampoule, lisse, légère, transparente, tout ce parcours se cache à l'intérieur. Le verre, le feu, le gaz, le métal, l'automatisation, la précision. Et tout ça pour apporter de la lumière dans une seule pièce. Chaque année, des millions de mètres cubes de polystyrène expansé sont produits dans le monde. Un matériau sans lequel la construction moderne et l'emballage seraient impensables. Léger, isolant,
et, en apparence, simple. Il cache en réalité une chaîne chimique complexe, où chaque granule se dilate des dizaines de fois. Mais il y a un détail que l'on ne trouve jamais dans les manuels ordinaires. Dans chaque minuscule bille se cache un gaz capable de la transformer en une structure duveteuse mais solide. Regardez jusqu'à la fin, et vous découvrirez un secret qui changera votre perception de ce matériau banal mais étonnant. Le polystyrène expansé est fabriqué à partir de petites billes spéciales de polystyrène. C'est comme de la semoule, mais en plastique. Pour fabriquer ces billes, on prend une substance chimique, l'éthylbenzène, et on la chauffe jusqu'à ce qu'elle se transforme en styrène. Ensuite, ce styrène est mélangé à de l'eau et à une substance spéciale qui aide à former de minuscules gouttelettes. On chauffe à nouveau ces gouttelettes et on ajoute un autre adjuvant, qui fait que les gouttelettes s'agglomèrent en de longues chaînes et deviennent des billes de plastique solides. Mais ce n'est pas tout. Dans chaque bille, on injecte un peu de gaz, du pentane ou du dioxyde de carbone. Ce gaz agit comme un petit dispositif explosif à l'intérieur de la bille. Quand on chauffera les billes plus tard, le gaz se dilatera et fera gonfler la bille, comme un ballon. C'est ainsi que naît le polystyrène expansé, un tas de billes gonflées, collées ensemble. La première étape essentielle de la production de polystyrène expansé est la pré-expansion des granulés de polystyrène. Les granulés sont chargés dans une chambre spéciale, le pré-expanseur, où ils sont exposés à de la vapeur d'eau à une température de 100 à 110 degrés Celsius. Sous l'effet de la vapeur, le pentane à l'intérieur des granulés commence à se dilater, augmentant leur taille de 20, voire 50 fois. Ce processus peut être réalisé en une ou plusieurs fois, selon la densité souhaitée du produit final. Lors d'une expansion multiple, les granulés subissent plusieurs cycles de chauffage et de refroidissement, ce qui permet de contrôler plus précisément leur taille et leur structure. La température et la durée du traitement sont soigneusement régulées. Même de légers écarts peuvent entraîner une hétérogénéité de la structure du matériau. Après l'expansion, les granulés se transforment en billes légères à la structure poreuse. À ce stade, il est crucial d'assurer un refroidissement uniforme pour éviter la déformation ou l'agglomération des granulés entre eux. Les granulés pré-expansés nécessitent un conditionnement, un processus qui permet de stabiliser leur structure. Cette étape est critique pour la qualité du produit final. Les granulés sont stockés dans des silos spéciaux pendant 24 heures, à température ambiante et à une humidité contrôlée. Pendant le conditionnement, plusieurs processus importants se déroulent. Premièrement, la vapeur résiduelle à l'intérieur des granulés se condense, créant une dépression partielle. Deuxièmement, l'air ambiant pénètre progressivement à l'intérieur des granulés par des micropores, compensant la pression. Ce processus assure la stabilité de la taille des granulés et les prépare pour l'étape suivante du moulage. La qualité du conditionnement influence directement la solidité de la liaison entre les granulés dans le produit fini. Des granulés insuffisamment conditionnés peuvent entraîner la formation de points faibles dans la structure du polystyrène ou même le délaminage des blocs. L'étape la plus cruciale est le moulage des blocs de polystyrène. Les granulés conditionnés sont acheminés vers des moules métalliques spéciaux, les blocs moules, qui peuvent avoir différentes tailles selon les besoins de la production. Les dimensions de blocs les plus courantes sont 1000 par 500 par 1000 mm ou 1000 par 1200 par 1000 mm. Dans le bloc moule, les granulés sont à nouveau exposés à de la vapeur d'eau à une température de 110 degrés. La vapeur est injectée par des orifices spéciaux dans les parois du moule,
assurant un chauffage uniforme sur tout le volume. Sous l'effet de la vapeur, les granulés se dilatent davantage et fusionnent entre eux, formant un bloc monolithique. Le processus de moulage dure de 8 à 15 minutes, selon la taille du bloc et la densité souhaitée. Il est essentiel de maintenir une distribution uniforme de la vapeur, car un chauffage inégal peut entraîner la formation de zones denses et de zones lâches dans le bloc. La pression de la vapeur est également soigneusement contrôlée. Une pression excessive pourrait déformer le bloc ou le détruire. Après le moulage, les blocs de polystyrène subissent un refroidissement contrôlé. Ce processus n'est pas moins important que les étapes précédentes, car un refroidissement rapide ou inégal peut entraîner des tensions internes et la déformation des blocs. D'abord, les blocs sont refroidis à l'eau jusqu'à une température de 40 ou 50 degrés, puis ils sont laissés à l'air libre jusqu'à refroidissement complet à température ambiante. L'ensemble du processus de refroidissement prend environ 5 heures. Pendant le refroidissement, la structure des blocs se stabilise, les tensions internes disparaissent et la porosité finale du matériau se forme. Après refroidissement, les blocs sont stockés en entrepôt pendant 48 heures. Cela permet au matériau de reposer, d'achever tous les processus internes de stabilisation et d'acquérir ses propriétés physico-mécaniques finales. Les blocs de polystyrène fini subissent un usinage mécanique pour leur donner un aspect commercial et les dimensions requises. D'abord, les blocs sont équarris sur des machines spéciales à fil chaud, éliminant les irrégularités et formant des dimensions géométriques précises. Ensuite, les blocs sont découpés en plaques de l'épaisseur souhaitée. Pour cela, on utilise des machines de découpe thermique à commande numérique qui garantissent une grande précision des dimensions et une surface lisse. Le fil chaud est chauffé à une température de 200 degrés et coupe facilement le polystyrène sans déformer sa structure. Les usines modernes utilisent des lignes automatisées capables de produire des plaques d'épaisseur variée, de 20 à 500 mm. La précision de la découpe est de plus ou moins 1 mm, ce qui correspond aux normes de qualité les plus élevées. Chaque lot de produits finis subit un contrôle qualité obligatoire. On vérifie la densité du matériau, sa résistance à la compression et à la flexion, sa conductivité thermique, son absorption d'eau et sa stabilité dimensionnelle. Ces indicateurs doivent être conformes aux exigences des normes nationales et internationales. Une attention particulière est accordée à la vérification des dimensions géométriques des plaques et de la qualité de la surface. Les plaques présentant des défauts, fissures, irrégularités ou écarts de dimension sont rejetées et renvoyées au recyclage. Les plaques de polystyrène fini sont emballées dans un film polyéthylène pour les protéger des dommages mécaniques et de l'humidité. L'emballage contient également une étiquette avec des informations sur la marque du polystyrène, ses principales caractéristiques et sa date de production. L'ensemble du cycle de production du polystyrène, de la matière première au produit fini, dure de 2 à 3 jours et exige un respect strict des paramètres technologiques à chaque étape. C'est ce qui garantit la haute qualité et la fiabilité de ce matériau largement utilisé dans la construction moderne. Chaque seconde, plus de 100 pétaoctets de données sont transmis dans le monde. Et la quasi-totalité de cette information ne voyage pas par satellite, mais sous terre, à travers un fil aussi fin qu'un cheveu. Le câble à fibre optique, héros de l'ère numérique, qui transporte 99% de tout l'Internet. Mais comment crée-t-on quelque chose d'aussi fin, capable de se plier à 90 degrés, sans perdre le moindre bit? Que se cache-t-il à l'intérieur de ce fil de verre?
Et quels secrets garde-t-il? Regardez jusqu'à la fin, et vous découvrirez pourquoi le véritable Internet ne commence pas avec le Wi-Fi, mais avec le feu d'un four à verre. Le câble à fibre optique est un produit de haute technologie complexe, dont la fabrication exige précision, pureté et équipement moderne. Le processus commence par la création de la fibre optique elle-même, un fil de verre très fin qui constitue l'âme du câble. Pour cela, on utilise un verre de haute pureté spéciale, fabriqué à partir de dioxyde de silicium, avec un niveau d'impureté extrêmement bas. La production débute par la préparation d'une préforme, une grosse ébauche de verre d'environ 20 à 30 cm de diamètre, fabriquée par dépôt chimique en phase vapeur. Cette préforme a une structure et une composition parfaite pour l'étirage futur. Ensuite, la préforme est chauffée à une température d'environ 2000 degrés dans un four spécial, où elle devient plastique et prête à être étirée. On en tire un fil très fin d'un diamètre d'environ 125 micromètres. C'est environ 800 fois plus fin qu'un cheveu humain. Pendant l'étirage, la fibre est refroidie et recouverte d'une couche protectrice en plastique, qui la préserve des dommages mécaniques et de l'humidité. Cette couche protectrice est appliquée immédiatement après l'étirage dans une chambre spéciale, où la stérilité et l'épaisseur du revêtement sont contrôlées. La fibre optique ainsi obtenue subit un contrôle qualité rigoureux. On vérifie le diamètre, l'uniformité du revêtement, les caractéristiques optiques, perte de signal, indice de réfraction et résistance à la courbure. Les fibres défectueuses sont rejetées et les fibres de qualité sont regroupées en faisceaux. L'étape suivante est la formation du câble. Les fibres sont groupées en faisceaux de quelques unités ou de quelques dizaines, selon la destination du câble. Pour la protection et la solidité, les faisceaux sont insérés dans des tubes internes, en plastique ou en métal. On y ajoute ensuite des éléments de renfort, des fils de fibres de verre, des fils d'acier ou des fibres d'aramide, comme le Kevlar, qui assurent la résistance et la protection contre l'étirement, la courbure et les dommages mécaniques. Après cela, tous les éléments sont placés dans une gaine extérieure, une épaisse couche de plastique qui protège le câble de l'humidité, des ultraviolets, des produits chimiques et des variations de température. Pour une pose dans des conditions difficiles, par exemple sous terre ou sous l'eau, on utilise des couches de blindage supplémentaires, des rubans ou des tubes métalliques qui protègent le câble des dommages mécaniques et des rongeurs. La production du câble à fibre optique se déroule sur des lignes automatiques spécialisées. D'abord, dans un grand atelier, on dévide les bobines de fibre optique, qui passent par des systèmes de contrôle et de lubrification pour éviter le frottement et les dommages. Ensuite, les fibres sont groupées et insérées dans les tubes internes. Puis, on ajoute les éléments de renfort et la gaine extérieure, qui est formée par extrusion. Du plastique fondu est appliqué uniformément sur le câble, formant une couche solide et hermétique. Après la formation du câble, il est testé pour sa résistance, sa flexibilité, sa résistance à l'humidité et aux variations de température. On vérifie les caractéristiques optiques, les pertes de signal à différentes longueurs d'onde, la résistance à la courbure et aux contraintes mécaniques. Un câble qui ne respecte pas les normes est rejeté ou renvoyé pour un nouveau traitement. Le câble fini est enroulé sur de grands tourets qui facilitent le transport et la pose. La production de câbles à fibre optique est une combinaison de processus chimiques, physiques et mécaniques qui exigent une grande précision et un contrôle à chaque étape.
C'est pourquoi ces câbles assurent une transmission de données ultra rapide et fiable qui est à la base de l'Internet moderne, des télécommunications et des technologies numériques. En résumé, la fabrication d'un câble à fibre optique est un processus long et complexe qui commence par la création d'une fibre optique parfaite en verre, son revêtement de couches protectrices, son regroupement en faisceaux, l'ajout d'éléments de renfort et la formation d'une gaine extérieure solide. Chaque étape est contrôlée et optimisée pour garantir la qualité et la durabilité d'un câble, capable de transmettre des signaux lumineux sur de longues distances sans perte ni interférence. Le marché mondial des câbles à fibre optique connaît une croissance fulgurante, liée à l'augmentation de la demande de services de télécommunications à haut débit et au développement des infrastructures Internet. Le segment de la production de l'industrie est estimé à environ 9 milliards 12 millions de dollars d'ici 2025 et la part de marché total, en incluant les câbles et les composants, pourrait atteindre 100 milliards de dollars, compte tenu de l'expansion rapide des infrastructures de transmission de données. La demande de câbles à fibre optique est soutenue non seulement par le secteur des télécommunications, mais aussi par les réseaux d'entreprises, les centres de données, les systèmes de vidéosurveillance et même les équipements médicaux. Les acteurs mondiaux du marché, tels que Furukawa Electric Industries et Fujikura, investissent dans l'expansion de leur capacité de production et le développement de nouvelles technologies pour répondre à la demande croissante. La production de fibres et de câbles optiques est devenue plus concentrée. Quelques grandes entreprises contrôlent une part importante du marché, ce qui contribue à améliorer la qualité des produits et à réduire les coûts de production. C'est le héros des télécommunications modernes qui transmet plus de 99% de toute l'information dans le monde. Fait intéressant, le premier câble téléphonique transatlantique à fibre optique, le TAT-8 qui a relié les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne, a été posé dès 1988, ouvrant l'ère de la communication à assez haut débit entre les continents. Ce câble a remplacé des centaines de paires de fils de cuivre, car une seule fibre optique peut transmettre une information équivalente à 600 paires de cuivre. L'invention de la fibre optique à faible perte en 1970 a été une véritable percée. Elle pouvait transmettre 65 000 fois plus d'informations qu'un fil de cuivre traditionnel. Cela signifie que les réseaux modernes fonctionnent avec des technologies qui semblaient autrefois de la science-fiction. C'est grâce à cette fibre optique qu'aujourd'hui, nous avons l'Internet 5G, qui est plus de 100 000 fois plus rapide que les premiers réseaux. Un autre fait amusant, les fibres optiques sont si fines et flexibles qu'on peut les plier à un angle de 90 degrés, sans perte de signal, s'il s'agit d'une fibre multimode à profil d'indice à gradient. Cela permet de poser des câbles dans les conditions les plus difficiles, même dans des espaces étroits. Et pour finir, les câbles optiques sont très résistants aux interférences électromagnétiques, contrairement aux câbles en cuivre, qui peuvent capter les parasites des appareils ménagers ou des équipements industriels. Alors, quand vous regardez votre série préférée ou que vous jouez en ligne, vous pouvez être sûr que les impulsions lumineuses dans les câbles à fibre optique fonctionnent parfaitement, même si l'électronique bourdonne tout autour. Chaque jour dans le monde, des milliers de kilomètres de tuyaux en acier sont posés, sous la terre, les océans et les déserts. Mais comment crée-t-on un tuyau capable de supporter 1000 atmosphères de pression, 3000 degrés de chaleur et de ne pas rouiller pendant des décennies? Ce n'est pas juste un morceau de métal, c'est une merveille de technologie.
Des centaines de tonnes d'acier passent par le feu, les chocs, la pression, les ultrasons et même les rayons X avant d'avoir une chance de faire partie d'un gazoduc ou d'un oléoduc. Mais il y a un détail que tout le monde passe sous silence. Restez jusqu'à la fin et vous découvrirez comment une seule erreur invisible peut coûter des millions ou des vies. La première étape de la fabrication des tuyaux en acier de grand diamètre est la préparation de l'ébauche d'acier, d'où naîtra le futur tuyau. Il peut s'agir d'une tôle d'acier de 20 à 50 mm d'épaisseur, si l'on parle de tuyaux soudés, ou d'une billette ronde massive, pour les tuyaux sans soudure. Dans l'atelier, un bruit sourd, de la chaleur et d'imposants ponts roulants. Les tôles ou les billettes d'acier sont amenées sur la ligne de production et placées sur des rouleaux. S'il s'agit d'une tôle, on la coupe en largeur en tenant compte du futur diamètre du tuyau et des marges pour la soudure. Par exemple, pour un tuyau de 1600 mm de diamètre, la tôle peut mesurer 12 ou 14 mètres de long. Tout est découpé automatiquement par des installations au plasma ou au gaz et les bords sont usinés avec des fraises spéciales pour le chanfreinage, afin que le cordon de soudure soit ensuite parfait. Si l'ébauche n'est pas assez plastique, elle doit d'abord subir un traitement thermique. On chauffe le métal à 1200 degrés pour réduire ses contraintes internes et faciliter le formage. La température dans le four est telle que l'acier luit d'un orange vif, comme du charbon ardent. S'il s'agit de tuyaux sans soudure, on envoie l'ébauche, un cylindre d'acier, au laminage. On la perce d'abord avec un mandrin spécial pour créer une cavité. Puis, on la fait passer entre des cylindres rotatifs qui étirent progressivement les parois et forment le diamètre. Tout cela ressemble à la transformation d'un morceau de fer en un manchon métallique brillant qui respire la chaleur. Pour les tuyaux soudés, on commence par le cintrage de la tôle en forme de tube. C'est soit un cintrage longitudinal sur des rouleaux, soit un enroulement en spirale, selon le type. Ici, il est crucial de maintenir une géométrie parfaite. Même quelques millimètres de déformation entraînent des problèmes lors de la soudure ou de l'assemblage. C'est ici que se joue le destin du tuyau. Résistera-t-il à la future pression de 1000 PSI, à un froid de moins 40 degrés et à la corrosion souterraine? Ensuite, on amène dans l'atelier une tôle d'acier qui ressemble à une énorme plaque de lave étalée sur le sol. Elle est épaisse comme une armure, froide et tenace, mais une transformation l'attend. Des rouleaux, tels des doigts de géants, plient lentement cette feuille en un arc. Pas en un seul mouvement, mais pas à pas, avec une précision millimétrique. La machine comprime le métal avec une telle force qu'on l'entend grincer, comme s'il résistait. En quelques minutes, la tôle est déjà un cylindre géant. Il n'est pas encore soudé, il ne tient que par la force du cintrage, mais sa forme est déjà fixée. Un peu comme un livre qui ne se referme plus une fois qu'on l'a plié en son milieu. À l'intérieur du tuyau, un chariot de soudage s'avance. Il commence par l'intérieur. Un arc électrique jaillit, le métal fond, et le cordon de soudure s'étire comme une rivière de lumière incandescente. Puis, un autre chariot s'occupe de l'extérieur. C'est là que le joint prend forme. La température ici atteint 3000 degrés Celsius. Les étincelles pleuvent en cascade, l'air tremble. Les gens observent de l'extérieur, à travers une vitre de protection, car c'est si éblouissant qu'on pourrait en devenir aveugle. Tout est contrôlé par des automates. La soudure doit être parfaite, sinon toute la structure partira au rebut. Quand la soudure est terminée, la partie la plus stressante commence, le contrôle.
tout ce qui semblait parfait de l'extérieur doit maintenant prouver sa force dans des conditions réelles. Car ce tuyau n'est pas destiné à la ventilation d'un toit. Il travaillera à des dizaines de mètres de profondeur, sous une pression de plusieurs centaines d'atmosphères. Et il doit durer des années sans aucun droit à l'erreur. Des spécialistes en combinaison de protection longent lentement le tuyau, l'éclairant avec de puissantes lampes, à la recherche de défauts visuels, fissures, pores, zones non soudées. Puis, les ultrasons entrent en scène. Des capteurs glissent le long du joint et envoient des vibrations dans le métal. S'il y a un vide à l'intérieur, le signal est réfléchi et l'appareil le détecte immédiatement. C'est comme chercher des fantômes dans un corps d'acier. Ensuite, on remplit le tuyau d'eau sous pression, souvent plus de 100 bars, ce qui est bien plus que dans un chauffe-eau ou une bouche d'incendie. On le ferme aux extrémités et on le gonfle jusqu'à ce que les parois s'élargissent visiblement. Si le cordon de soudure a la moindre micro-fissure, l'eau trouvera un chemin vers l'extérieur. Maintenir la pression pendant plusieurs minutes est une condition sine qua non. La moindre fuite et le tuyau est hors jeu. Pour les tuyaux critiques, on ajoute un autre niveau de contrôle, les rayons X. Oui, dans l'industrie, on n'utilise pas les rayons X qu'en médecine. Les rayons traversent le métal et laissent une ombre du joint sur un film. Les ingénieurs l'examinent comme une image d'IRM. Y a-t-il des défauts? La structure est-elle uniforme? La température de soudage n'a-t-elle pas baissé? Et aussi, des scanners laser lisent la forme du tuyau sur toute sa longueur. Le diamètre, l'épaisseur de la paroi, l'ovalisation, tout doit être dans les tolérances. Ce n'est qu'après avoir passé tous ces tests que le tuyau reçoit son marquage et est autorisé à être mis en service. Sans certificat, ce n'est qu'un morceau de métal. Avec, c'est un pilier de l'empire pétrolier et gazier. Après les contrôles, les tuyaux arrivent dans la partie la plus chaude de la production, le traitement thermique. Pour qu'un tuyau ne se fissure pas par grand froid ou ne se déforme pas sous un soleil de plomb, il doit passer par le feu. Tout commence dans un four industriel de plus de 30 mètres de long, où la température peut atteindre 950 degrés. Les tuyaux, longs de 12 ou 14 mètres, entrent sur un chariot réfractaire, comme dans la gueule d'un dragon de métal. À l'intérieur, une chaleur jaune-orangée, un reflet rouge sur les murs, un silence épais et brûlant. Le chauffage dure jusqu'à 2 heures, selon l'épaisseur de la paroi. Ce processus doit être uniforme, sinon une partie deviendra plus molle, une autre plus cassante. La température est surveillée par des thermocouples. Un automate calcule le cycle. Trop vite, et des contraintes internes apparaîtront. Trop lentement, c'est une perte de temps et d'énergie. Après le chauffage, les tuyaux sont sortis du four et amenés à la zone de refroidissement. Des jets d'eau les arrosent d'une douche glacée sous pression, ou bien le tuyau est immergé dans un bain de refroidissement spécial. Le changement de température de 900 à 50 degrés se fait en quelques minutes. Le métal se verrouille. Le réseau cristallin se stabilise. La résistance augmente considérablement. Dans certains cas, après la trempe, les tuyaux subissent un revenu. C'est un réchauffement répété, mais doux, à 300 ou 600 degrés. Cela élimine les contraintes résiduelles, rend le matériau moins fragile et plus plastique. Car le tuyau ne doit pas seulement supporter des charges, mais aussi ne pas se briser en cas de choc ou de déformation. Ensuite, la surface du tuyau est nettoyée jusqu'à obtenir un éclat métallique, après quoi on applique des couches de polymère ou de bitume qui repoussent l'humidité, les produits chimiques et la terre. Le plus souvent, c'est un système à 3 couches, un primaire, une résine époxy et un polyéthylène extérieur. Le revêtement adhère fermement au métal et résiste des décennies sous terre, sans rouille, fissure ou décollement.
Chaque seconde, dans le monde, plus de 2 millions de mètres de fils de cuivre sont fabriqués. Mais seule une partie se transforme en une véritable œuvre d'art d'ingénierie, la bobine d'induction. C'est le cœur des transformateurs, des chargeurs, des moteurs électriques. Dans cette vidéo, vous allez suivre tout son parcours, du fil de cuivre étincelant à la spire parfaite, vernis, vide, four infrarouge. Tout est mis en œuvre pour que le cuivre supporte des années de charge sans produire la moindre étincelle. Restez jusqu'à la fin, vous serez surpris de voir combien de maîtrise se cache dans un seul millimètre de fil. Le fil de cuivre destiné aux bobines d'induction n'est généralement pas fabriqué dans la même usine où elles sont enroulées. Il provient d'entreprises spécialisées distinctes qui se chargent du tréfilage, du recuit et de l'émaillage. Tout commence avec du fil machine en cuivre, de grosses tiges de cuivre, d'un diamètre habituel de 6 à 8 mm, produites à partir de cuivre électrolytique dans des usines métallurgiques. Ensuite, on étire ce fil à travers une série de filières de plus en plus étroites, réduisant ainsi son diamètre. Puis, le fil passe dans un bain ou une buse de vernis, qui forme une fine couche isolante. Il est ensuite séché dans des fours spéciaux, à une température de 150 à 230 degrés Celsius, couche après couche. Il doit y avoir au moins 3 de ces couches. Ce n'est qu'après tout cela que le fil est acheminé vers le lieu de fabrication des bobines d'induction. Les portes s'ouvrent et un camion pénètre dans l'enceinte de l'entreprise. À l'intérieur, de lourdes bobines de fil de cuivre, semblables à des bobines de fil géantes pour des titans. Certaines ont la taille d'une roue de voiture et pèsent de plusieurs centaines de livres. D'autres sont plus petites, mais non moins importantes. Elles sont soigneusement rangées dans des boîtes en plastique hermétique, recouvertes d'un film de protection, avec un étiquetage sur tout le périmètre. Un cariste soulève délicatement une bobine et la transporte vers la zone de stockage. Ici, tout est stérile. Le sol brille et une légère odeur d'huile de machine et de vernis flotte dans l'air. Chaque bobine a son passeport, numéro de lot, diamètre du fil, type de revêtement en vernis, date de l'émaillage. On ouvre le conteneur qu'au moment de lancer la production. Et alors, c'est comme si on déroulait un ruban d'or. Le fil couleur cuivre scintille, parfaitement lisse, avec une fine couche de vernis, à peine perceptible à la lumière. Un seul contact maladroit, et l'émail peut être endommagé. C'est pourquoi on ne le manipule qu'avec des gants. Dans la zone de travail, on trouve des machines à bobiner spéciales. Elles se tiennent là, telles des araignées silencieuses, prêtes à commencer leur tissage méticuleux. L'opérateur insère la bobine de fil dans le support, fait passer le début du fil à travers un galet de guidage et le fixe sur le noyau de la future bobine d'induction, généralement un noyau en ferrite ou en métal. La machine se met en marche. Le fil s'enroule autour du noyau avec une précision micrométrique, spire après spire, de manière dense, sans le moindre interstice. La vitesse est contrôlée par ordinateur. Trop vite, le fil pourrait se casser ou surchauffer. Trop lentement, la production deviendrait inefficace. Tout se déroule dans un silence quasi total. On n'entend que le léger bourdonnement du moteur et le chuchotement du métal. Sur l'écran, un schéma de bobinage s'affiche. Type de bobine, nombre de spires, géométrie, parfois même l'angle d'inclinaison des spires. L'opérateur surveille attentivement la tension du fil, car le moindre relâchement entraînerait une baisse de l'inductance, et donc toute la bobine serait bonne à jeter. À un certain stade, le fil s'arrête automatiquement. On le coupe avec précaution
Et l'extrémité libre est fixée par un fermoir spécial ou une soudure. La bobine est encore chaude à cause du frottement. S'il s'agit d'un enroulement multicouche, le processus se répète, couche après couche, avec une fine isolation entre elles. Au final, on obtient un cylindre compact, le cœur de n'importe quel transformateur, chargeur ou moteur électrique. Dans l'atelier, on entend un léger vrombissement, c'est la ligne d'imprégnation qui démarre. Les bobines de cuivre, à peine assemblées et encore tièdes au toucher, avancent sur un convoyeur vers la section où aura lieu leur rituel de protection. Un bain de vernis électro-isolant brillant ou de résine époxy transparente les attend, des substances qui rendront chaque spire solide, stable et endurante. Les petites bobines sont simplement immergées complètement. On les plonge dans le liquide comme une cuillère dans du miel et on les y laisse quelques minutes. Le vernis s'infiltre lentement entre les spires, enrobe le cuivre, comble les vides et soude littéralement la structure en un tout monolithique. Ensuite, on les retire en les soulevant lentement pour que l'excédent s'égoutte sans laisser de coulure. Mais pour les plus grosses bobines, le rituel est plus complexe. L'imprégnation sous vide. Les bobines sont placées dans une chambre hermétique et une pompe en évacue l'air. Le vide aspire les bulles d'air, non seulement de l'espace environnant, mais aussi des plus petites micro-fissures à l'intérieur du bobinage. Ensuite, le vernis est introduit dans la chambre et il pénètre absolument partout, comme l'eau qui s'infiltre dans une fissure sèche dans la roche. Aucun micro-interstice n'est laissé sans protection. Tout cela n'est pas pour faire joli. Dès demain, ces bobines travailleront dans des conditions difficiles. Vibrations, surchauffe, oscillations électromagnétiques. Et seule une imprégnation fiable protégera leur forme et leur conductivité, pour qu'aucune étincelle ne détruise ce qui a été créé avec tant de précision. Après leur bain de vernis, les bobines d'induction poursuivent leur chemin, vers la zone de séchage. C'est un four! Ici, ça ne sent pas les petits pains, mais l'atmosphère est tout aussi rigoureuse. Température, temps et précision sont d'une importance capitale. Chaque bobine entre dans le four, où la température monte jusqu'à 150 degrés. C'est là que le vernis, auparavant liquide, commence à se polymériser. Minute après minute, il durcit, se transformant en une armure solide et transparente. Une fine carapace brillante qui enveloppe les fils de toutes parts. Elle est légère, presque invisible, mais incassable. La fixation de la forme, c'est l'un des principaux résultats de cette étape. Tant que le vernis est mou, les spires peuvent légèrement bouger, surtout lors du fonctionnement dans un appareil où il y a des vibrations ou des charges de courant. Mais après la cuisson, tout se fige exactement comme il faut. Certaines usines, au lieu des chambres classiques, utilisent des fours infrarouges. Ils agissent de manière ciblée, chauffant la surface plus rapidement et plus uniformément. D'autres emploient des systèmes de tunnels, où les bobines se déplacent sur un convoyeur à travers un tunnel de chaleur. Ça permet d'économiser de l'énergie et du temps, surtout en production de masse. Et un autre point important, l'amélioration de l'isolation. Après durcissement, le vernis devient résistant à l'humidité, à la surchauffe, au choc mécanique et même à certains produits chimiques. Ça signifie que chaque bobine qui sortira du four pourra fonctionner pendant des années, sans perdre la moindre parcelle de sa puissance. Après la cuisson, les bords des bobines peuvent rester un peu irréguliers. Des restes de vernis, des chutes de fil ou un excès de matériaux dépasse. Tout ça est soigneusement coupé ou poncé à l'aide d'équipements de précision. Des disques abrasifs, des micro-ponceuses et parfois même une découpe au laser. C'est particulièrement important pour les bobines qui doivent s'insérer parfaitement dans des assemblages où chaque millimètre compte.
Après l'imprégnation et le traitement thermique, le vernis ou la résine époxy forment parfois des gouttes ou de petites coulures. On les retire délicatement à la main ou à l'aide d'équipements spéciaux. On utilise parfois des couteaux à ultrasons ou des microfraises pour préserver la structure tout en enlevant le superflu. La forme finale doit être parfaite pour le montage. Hauteur, largeur, position des sorties correctes. Le produit est contrôlé pour sa conformité aux spécifications techniques, visuellement, mécaniquement et parfois à l'aide de scanners 3D. Car si une seule spire est légèrement décalée, cela peut déjà être un motif de rejet. Chaque année, au Japon, on consomme plus de 120 000 tonnes de poissons. Et une bonne partie ne finit pas à la poêle, mais en sashimi. Ces tranches fines d'un mets cru et délicat. Mais que se passe-t-il si une seule erreur peut coûter la vie? Dans cette histoire, on ne parle pas juste de la précision du filetage ou de la perfection des couteaux japonais. Tu vas voir comment fonctionne un système où même le poisson est tué de manière humaine et où les maîtres passent un examen en mangeant leur propre fugu. Ce n'est pas de la cuisine, c'est un rituel à la frontière entre la vie et la mort. Les mers autour du Japon, ce n'est pas juste de l'eau, c'est une immense artère nourricière, d'où le pays tire chaque jour du poisson frais pour sa fierté gastronomique la plus célèbre, le sashimi. Tout commence dès la nuit. Dans les ports, les moteurs de bateaux spéciaux se mettent à ronronner. Ils sont équipés, non seulement de filets, mais aussi des systèmes de sonar les plus modernes. Les capitaines suivent les bancs de thon ou de maquereaux, comme si c'était une opération militaire. La précision, c'est la clé. Il faut attraper le poisson au moment idéal, quand il est le plus gras, le plus tendre et qu'il n'a pas subi de stress. Quand la cible est repérée, les filets et les harpons sont lancés à la vitesse de l'éclair. Tout se passe en quelques minutes. Un seul bateau peut remonter à son bord plus de 20 tonnes de poissons par sortie. Mais le plus important, c'est de préserver la fraîcheur. Dès que la prise arrive sur le pont, le poisson est immédiatement endormi avec de la glace. Ou alors, pour les variétés premium, on pratique la procédure ikejime, une mise à mort rapide par la moelle épinière, pour éviter que la chair ne se dégrade à cause du stress. Ensuite, c'est la course contre la montre pour le ramener à terre. Le poisson est chargé dans des camions frigorifiques et transporté directement vers les usines ou le marché aux poissons de Tokyo. Tout doit se faire en moins de 24 heures. Sinon, le produit n'aura pas le droit d'être appelé sashimi. C'est une règle stricte. Pendant que les bateaux de pêche sont encore en train d'accoster, le travail bat déjà son plein à l'usine. Dans une zone de réception spéciale, on dirait un laboratoire stérile, les équipes se préparent à inspecter chaque lot. Les conteneurs contenant la pêche fraîche sont immédiatement déplacés vers des sas réfrigérés, où la température est maintenue entre 0 et 2 degrés Celsius. Ici, pas de place pour l'improvisation. La qualité du poisson pour sashimi est contrôlée aussi rigoureusement qu'un produit pharmaceutique. D'abord, l'inspection visuelle, la couleur de la peau, l'éclat des écailles, la clarté des yeux. Ensuite, on mesure la température de la chair à l'intérieur du poisson. Elle ne doit pas dépasser 5 degrés. Dans le laboratoire juste à côté, on vérifie des échantillons pour détecter l'histamine et les parasites, car le poisson va être consommé cru. Pour certaines variétés, comme le thon rouge, les entreprises ont même des spécialistes qui dégustent le filet cru. Ils jugent au goût si la chair a la bonne texture, la bonne teneur en gras et le bon arrière-goût. C'est dire le niveau d'exigence. Si le lot passe le contrôle, il est accepté, pesé et étiqueté. Chaque poisson reçoit un code QR avec toute son histoire. Où il a été pêché, quand, comment il a été conservé. Ça permet non seulement de tracer la qualité,
mais aussi d'inspirer confiance aux gourmets les plus exigeants du Japon et du monde entier. Après avoir passé tous les contrôles, le poisson arrive dans l'atelier de découpe. C'est un véritable royaume de précision, de vitesse et de savoir-faire. Ici, tout brille d'acier. Les couteaux, les tables, les tapis roulants. Chaque mouvement est comme une danse parfaitement exécutée. Dans ces ateliers, travaillent des maîtres fileteurs spécialement formés, qui ont passé des années à maîtriser l'art de découper le poisson. Un seul thon de 200 kg peut être découpé en morceaux en quelques minutes, et pas un gramme de cette précieuse chair ne sera gaspillé. Le processus commence par une coupe grossière. On sépare la tête et la queue, on retire les viscères, puis on détache délicatement la peau. Ensuite, on file le poisson. On sépare les grands filets de l'arête centrale. Pour le sashimi, une texture parfaite est essentielle, donc la coupe doit être lisse et sans aucun dommage. Tout est fait à la main ou avec l'aide de machines semi-automatiques, mais les opérations les plus délicates, uniquement par les mains du maître. Dans certains cas, on utilise la technique japonaise spéciale de préparation, l'ikejime. C'est une méthode de traitement humaine et délicate qui permet de préserver au maximum la fraîcheur et la texture de la chair. Ces poissons traités ainsi coûtent plus cher et sont destinés aux clients les plus exigeants. Les chutes, les têtes et les arêtes ne sont pas jetées. Elles sont immédiatement triées pour être réutilisées, pour faire des bouillons, des conserves ou de la nourriture pour animaux. Rien ne se perd. Tout le système est conçu pour une efficacité maximale et un grand respect du produit. Parlons maintenant à part du sashimi le plus cher et le plus dangereux. Il est coupé si finement que le motif de l'assiette apparaît à travers les tranches, comme à travers de la soie. Ce n'est pas juste du poisson, c'est le fugu, le mets le plus dangereux du Japon, un plat à la frontière entre la vie et la mort. Son poison est plus puissant que le cyanure. Une erreur du cuisinier, et ton dîner pourrait être le dernier. Le fugu, ou poisson globe, peut se gonfler quand il a peur. Grâce à l'air ou à l'eau, il se dilate en forme de boule pour effrayer les prédateurs. Mais le plus effrayant en lui, c'est l'invisible. Le foie, les ovaires, les intestins et même la peau contiennent de la tétrodotoxine, un puissant neurotoxique capable de paralyser les muscles et d'arrêter la respiration. Et il n'existe pas d'antidote connu. Flippant, non? C'est pourquoi, au Japon, la préparation du fugu n'est autorisée qu'aux cuisiniers spécialement formés. Pour obtenir une licence, ils suivent jusqu'à 3 ans de formation, étudient l'anatomie du poisson, s'entraînent à la découpe et passent un examen d'état. Seuls environ 30 candidats réussissent. Pendant l'examen, ils doivent découper correctement le poisson, le préparer et manger leur propre plat. C'est ça, le niveau. Le sashimi de fugu, c'est plus un rituel qu'un simple plat. Il est servi coupé en tranches extrêmement fines. Les morceaux sont presque transparents, disposés sur l'assiette en forme de fleurs de chrysanthème, un symbole traditionnel de la mort au Japon. Tout ça, c'est un rappel du danger qui se cache sous la beauté. Le goût du sashimi de fugu est incroyablement délicat, presque neutre. L'essentiel ici n'est pas le plaisir gustatif, mais l'expérience vécue et la confiance absolue dans le maître cuisinier. Parfois, les clients demandent une légère sensation de picotement. Cette sensation qui apparaît sur la langue quand un morceau de poisson touche la muqueuse avec une microdose de toxine, volontairement laissée par le chef. Mais ça, c'est jouer avec le feu. Dans les usines, le fugu n'est pas traité à grande échelle. Le risque est trop élevé. Certaines entreprises licenciées peuvent proposer des kits pour sashimi de fugu. De la chair nettoyée, préparée par un spécialiste certifié, emballée sous vide, en respectant toutes les normes. Mais même ces kits sont interdits dans de nombreux pays,
à cause du danger qu'il représente. Au Japon, on peut déguster des plats à base de fugu dans des restaurants spécialisés, appelés tekkei, où tous les cuisiniers ont la permission nécessaire. Un seul de ces dîners coûte entre 100 et 300 $, selon la saison et le type de poisson. Alors, combien seriez-vous prêt à payer pour risquer de mourir? Les fugus les plus prisés sont ceux pêchés en hiver. Leur chair est plus ferme et leur goût plus profond. Le poisson est pêché dans l'océan Pacifique, près des côtes japonaises. C'est principalement de la pêche artisanale, avec des filets d'eau spéciaux ou à la ligne. Une partie du fugu est élevée en ferme, où il est nourri avec une nourriture spéciale pour éviter l'accumulation de toxines. Mais même avec ce fugu d'élevage, on travaille avec la plus grande prudence. On ne plaisante pas avec le fugu.